Bonjour, bienvenue dans le 34e épisode de Divergence, Divergence qui sera aujourd'hui un peu particulier parce que j'ai la chance d'être avec Xavier Moreau en tête à tête. Bonjour Xavier, comment vas-tu? Bonjour Alexis, ça va? Bien, alors aujourd'hui, vous allez le voir dans Divergence, on va parler des fameux tigres baltes, tes meilleurs amis Xavier. Et puis après, on parlera de Donald Trump. A-t-il baissé, comme on pourrait dire vulgairement, a-t-il baissé sa culotte devant la Chine? Eh bien, tout ça, on va en parler tout de suite dans Divergence. Jingle. On va pas interdire les plans à trois, on va pas interdire l'infidélité, on va pas interdire le polyamour. Le bruit et la fureur. Rien à foutre. Nique ta mère. Madame Pécresse, c'est Madame Pinter 02. À Pinter 02, elle appellera à voter pour Emmanuel Macron. Silicon Valley en Seine-Saint-Denis. C'est plutôt la Silicon voilée, non? Je suis la seule à pouvoir battre Emmanuel Macron. Au revoir. Eh bien voilà, c'est le retour du générique officiel, le premier générique de Divergence. On a un retardataire qui va nous rejoindre quand même, Nicolas Mirkovic, dans quelques minutes. Nous, on commence cette émission, Xavier, immédiatement. Eh bien, nos amis baltes ont décidé de se préparer à la guerre avec la Russie. Les tigres baltes vont-ils rugir, Xavier Moreau, vont-ils véritablement rugir ou miauler? C'est Pepe Escobar qui les appelle les Chihuahuas, les Chihuahuas baltes. En fait, ce qui se passe, c'est que ce sont trois petits pays insignifiants qui sont nés à la fin de la Première Guerre mondiale, en fait, de l'éclatement partiel de l'Empire russe. Et qui n'ont jamais été des pays indépendants. Il faut bien s'en rendre compte. Ça a été. Alors la Lituanie, c'est un peu spécial puisque la Lituanie a fait partie de la République des deux nations avec la Pologne. Mais sinon, c'était des possessions suédoises qui ensuite ont été prises par la Russie. Des pays, ça n'a pas été des pays indépendants en fait. Il n'y a pas de profondeur historique. Et surtout, on les considère à tort comme, je dirais, presque une entité unique, alors qu'en fait, c'est trois peuples de races différentes. Les Estoniens sont des Finno-Ougriens, les Lettons sont des Baltes, les Lituaniens sont plutôt des Slaves. Donc en fait, il n'y a pas d'unité entre ces trois pays. La seule chose qui les unit, c'est la haine de la Russie, alors qui repose sur différentes sources. La première, c'est que effectivement les pays baltes ont obtenu leur indépendance grâce à l'Allemagne et ensuite avec le traité de Versailles en 1919. Et ensuite, avec le partage, comment dirais-je, au moment du début de la Deuxième Guerre mondiale, eh bien, il y a eu d'une part le partage de la Pologne et d'autre part l'URSS s'est emparé des pays baltes. Et ensuite, pendant la guerre, donc au moment de Barbarossa, l'Allemagne est donc entrée en URSS et a occupé à ce moment-là les pays baltes. Et c'est là où il y a eu toute une partie de la population qui a collaboré avec l'Allemagne nazie, notamment d'ailleurs par un mouvement d'autodéfense qui avait été fondé par le grand-père ou l'arrière-grand-père de Kaja Kallas, il faut quand même le souligner. Alors lui est mort en 1939, mais le mouvement qu'il avait créé, donc d'autodéfense, lui existait bien et il a largement collaboré, y compris aux crimes de guerre de l'Allemagne nazie. Donc c'est pour ça que dans ces pays-là, il y a une réhabilitation des collaborateurs nazis. On les voit se déguiser en SS, en soldats allemands de temps en temps. Et les monuments à la mémoire des soldats soviétiques sont petit à petit déplacés, voire totalement éliminés du paysage. Et à côté de ça, il y a des persécutions des grosses minorités russes. Et c'est ça en fait qui fait peur aux Baltes, surtout avec ce qui s'est passé en Ukraine, c'est qu'ils s'aperçoivent que désormais la Russie ne veut plus laisser persécuter ces minorités.
Moi, je suis persuadé que jamais la Russie n'envahira les pays baltes. Je pense que ce qu'ils voudraient faire plutôt, c'est récupérer ces populations russes pour qu'elles viennent s'installer en Russie, parce qu'il y a une grosse pénurie de main d'œuvre et qu'après tout, si jamais ces pays baltes, ces minorités russes, donc qui ne sont pas, qui sont persécutés, hein, faut bien comprendre, ils n'ont pas le droit de parler leur langue. Si jamais ils ne parlent pas correctement les langues locales, ils ne sont pas des citoyens. Donc, en fait, ils sont vraiment véritablement persécutés. Et ce qui est contre d'ailleurs les conventions internationales, y compris celle du respect des minorités au sein de l'Union européenne. Donc voilà. Et après, pour répondre à ta question sur la capacité militaire, c'est rien. Il n'y a aucune profondeur stratégique dans les pays baltes. Et en revanche, la bonne nouvelle, c'est que les Russes n'en ont rien à faire. Aujourd'hui, les Russes ont créé des grands ports sur la Baltique, ce qui fait que tous les grands ports donc des pays baltes, hein, qui étaient en fait une grande partie de leur économie, eh bien, sont inutiles désormais pour la Russie et la Biélorussie. Puisque désormais, tout passe par les ports russes de la Baltique, essentiellement le port d'Oust-Louga, qui a été fondé il y a une dizaine d'années maintenant, et qui a pris tout le volume de fret qui passait auparavant par Tallinn, Riga ou Vilnius. Donc voilà. En revanche, ils font beaucoup de bruit, et le problème, c'est qu'ils sont très présents au sein des institutions européennes. Comme par exemple, Madame Kaja Kallas. Madame Kaja Kallas, c'est comme si elle avait deux ministères, le ministère de la Défense et le ministère des Affaires étrangères. Et donc, elle est extrêmement agressive, extrêmement menaçante, et son comportement, on peut dire, est un danger et extrêmement déstabilisateur pour l'Europe. Alors avant, elle faisait ça pour le compte des États-Unis, hein, mais avec l'arrivée de Trump, finalement, la donne a changé, et on peut espérer que de ce côté-là, ça bouge. Mais là, comme on parle de l'Amérique, il vaut mieux s'adresser à Nicolas. Eh ben justement, Nicolas qui nous rejoint, merci. Je suis ravi que tu sois avec nous de retour, Nicolas, sur Divergence. Ça faisait longtemps qu'on t'avait pas eu parmi nous, donc c'est une très bonne nouvelle. D'ailleurs, félicitations, tu as fait une vidéo il y a de ça 2 jours sur Divergence de, je crois, 39 000 vues déjà, donc allez la regarder. Pareil, allez regarder la vidéo du dernier Divergence avec Xavier Moreau. Je crois 51 000 vues depuis une semaine. Donc, rapprochez-vous de ces vidéos, elles sont absolument passionnantes pour bien comprendre tout ce qui se passe actuellement. Notamment, Nicolas, toi, ta vidéo, c'était sur le thème du fiasco de Londres. Voilà. Nicolas, on parle alors du tigre balte, ou peut-être du chaton balte. Alors justement, c'est la question qu'on se pose. On a appris cette semaine qu'un plan avait été mis en place pour évacuer à peu près 600 000 habitants de Vilnius en cas d'invasion russe. Xavier nous rappelait l'importance justement des pays baltes dans le poids diplomatique européen. Est-ce qu'on est en phase de préparation d'un conflit avec la Russie, ou en tout cas de provocation vis-à-vis de la Russie? On est pour l'instant toujours dans cette stratégie atlantiste européenne de la peur. Donc évidemment, on commence à conditionner les peuples. Vous savez, on revient à ces fameux principes de Lippmann plus tard, qui avaient été décortiqués par Chomsky. On prépare les gens à la peur. On leur parle de guerre. On dit, on va faire des évacuations. On va simuler ces évacuations. Vous allez voir que bientôt, ils vont hausser le ton sur la conscription quasi obligatoire. Ça sera volontaire au début, mais comme ça marchera pas, ça sera semi-obligatoire, et puis ça sera social, civil, mais aussi militaire. On commence à distribuer des pamphlets, que faire en cas de guerre, et on crée une psychose. Et c'est ça le but. C'est ce que font exactement aujourd'hui ces pays baltes, et c'est une politique suicidaire. Quand on a un voisin aussi puissant que la Russie, qui est déjà en guerre avec l'Ukraine, l'objectif d'un pays, on va dire, qui a des responsables politiques qui ont un esprit sain, c'est de négocier, c'est de rester neutre, c'est de faire attention. Les États-Unis de Trump ne sont pas les États-Unis de Biden. Quelles sont les garanties que les pays baltes vont recevoir de la part de Trump si jamais guerre il devait avoir? Et au lieu d'avoir cette position, on va dire, position qui est plutôt de neutralité, en tout cas intelligente avec ses voisins, eh bien, les pays baltes sont en train de mettre de l'huile sur le feu, comme si c'était les plus excités des atlantistes, alors que c'est les plus petits. C'est vraiment c'est le Jack Russell de l'Union européenne et du clan atlantiste. Donc, ils font beaucoup de bruit, mais il faut qu'ils fassent attention parce qu'ils sont à côté juste de la première puissance nucléaire mondiale. Donc, je pense que c'est un sujet qui est extrêmement délicat, et ça n'aide pas.
Ça n'aide pas parce qu'il y a, comme le disait Xavier il y a quelques instants, des très grandes minorités russes dans ces pays. Donc l'Europe nous avait dit qu'il fallait intégrer les minorités, qu'il fallait être inclusif. Et là aujourd'hui, on voit que cela est valable pour tout un tas de peuples, mais pas pour les Russes et les minorités, parfois des grandes minorités dans ces pays-là. Donc l'Europe, les pays baltes, si la branche sur laquelle ils sont assis, ils jouent un rôle. Kaja Kallas joue un rôle aujourd'hui qui n'est pas dans l'intérêt des pays baltes. Ça, c'est certain. C'est extrêmement dangereux parce que quand on joue avec le feu, on ne cesse de le répéter ici, quand on joue avec le feu, au bout d'un moment, on finit par se brûler. Et à force de jouer ce rôle de roquet, à force de dire on va mettre des bases, ou peut-être que demain, n'oublions pas, les pays baltes pourraient vouloir installer un dispositif d'attaque directe contre la Russie ne pourrait pas l'accepter. Donc qu'est-ce qui va se passer à la fin? Les pays baltes vont être réintégrés dans la Russie, et la Russie dirait c'est pour assurer ma sécurité, parce que je peux pas avoir trois petits pays là qui installent un dispositif qui est capable de jeter des vecteurs nucléaires avec des têtes nucléaires sur ma capitale. Donc je pense que c'est contre-productif. Et malheureusement, voilà, c'est la politique atlantiste à son paroxysme, c'est les plus extrémistes, et c'est ceux qui ont le moins de moyens. Donc, il ferait mieux d'être un peu plus prudent, je pense, dans cette politique qui va se retourner contre eux. Alors, vas-y, Xavier, vas-y. Je vais ajouter quelque chose, c'est que il faut voir aussi que cette mise sous stress de la population, qui a très bien décrite Nicolas, c'est aussi un but, c'est que ces trois pays sont économiquement en plein naufrage. À commencer déjà démographiquement, si vous prenez par exemple les courbes démographiques de ces trois pays, ce sont les mêmes. Jusqu'en décembre 1991, la population augmente. À partir de janvier 1992, c'est l'effondrement. Pour deux raisons. La première, c'est que comme tous les pays d'Europe, ils font pas d'enfants. Et deuxièmement, c'est que quand les jeunes ont 18 ans, ils partent étudier à l'étranger, travailler à l'étranger. Donc ces pays, ce sont des pays de vieux. Et ce sont des pays où effectivement il y a pas de jeunesse. Il y a aussi un autre aspect, c'est que à l'époque soviétique, en fait, le Gosplan, la planification avait décidé que ce serait la vitrine du monde soviétique. Donc il y avait énormément de petites industries qui avaient été mises en place par les soviétiques et qui produisaient les biens de consommation, les tourne-disques, les magnétophones. Je pense que les moins de 25 ans doivent pas savoir ce que c'est, mais en fait c'était. Et donc ce qui est intéressant, c'est que dans la mentalité des pays baltes, ils se sont dit puisque c'est nous qui faisons ça, c'est parce qu'on était l'élite de l'Union soviétique. En fait non, c'est parce que le Gosplan à Moscou avait décidé que ce serait fabriqué à cet endroit-là. Mais toutes ces petites industries qui étaient effectivement performantes ont été fermées parce qu'elles ont été laminées par la concurrence de l'Union européenne. Et pire que ça, l'Union soviétique avait investi dans ces régions-là, notamment en Lituanie. Il y avait une centrale nucléaire qui permettait à la Lituanie d'exporter l'électricité, notamment en Biélorussie. Or, en 2009, l'Union européenne a fait fermer, au nom de la dénucléarisation portée par l'Allemagne, a fait fermer cette centrale nucléaire. Au même moment où la Russie, elle, construisait une centrale nucléaire en Biélorussie. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est la Lituanie qui achète de l'électricité à la Biélorussie par une centrale qui a été fabriquée par la Russie. Donc en fait, tout l'héritage industriel qui avait fait de ces républiques socialistes soviétiques finalement un peu des fleurons de l'industrie soviétique, tout ça est mort. Comme je l'ai dit, le trafic maritime a largement diminué parce que la Biélorussie et la Russie exportent désormais leur production par Ust-Luga. Et donc en fait, c'est aussi pour cette raison-là que la population est mise sous stress, pour que elle ne commence pas à s'interroger sur la réelle utilité de cette politique agressive vis-à-vis de la Russie. Et enfin, il y a un dernier point aussi dont il faut parler, c'est ce qu'on appelle le corridor de Suwałki, c'est-à-dire que c'est un corridor qui lie la Biélorussie en fait à la Kaliningrad, donc qui est l'enclave russe ancienne Königsberg sur la mer Baltique. Et là, évidemment, c'est un moyen de chantage. Normalement, dans les accords internationaux, ce passage doit être garanti, mais depuis les sanctions contre la Russie, évidemment, la Lituanie utilise ce corridor et aussi la voie ferrée qui normalement emmène directement de Biélorussie jusqu'à Kaliningrad, avec des contrôles abusifs pour finalement harceler les Russes qui veulent aller sur Kaliningrad. Donc voilà, il y a vraiment une tension qui est très forte. Et puis enfin, dernier point, c'est l'arraisonnement
par donc ces pays baltes de bateaux de la flotte russe qui transporte ce qu'on appelle la flotte fantôme, qui transporte le pétrole russe. Oui, les fameux tankers dont on parle Voilà, souvent. sous divers prétextes, contre le droit maritime, hein, puisqu'on n'a Mm. pas, on parle pas des eaux territoriales, mais de la zone économique exclusive. Et dans la zone économique exclusive, le passage est libre. En fait, c'est les ressources qui appartiennent en fait à l'état de cette zone économique exclusive, mais le passage d'un gazoduc, d'un oléoduc ou d'un bateau est libre. Et donc là, effectivement, pour élargir un peu, la question, la Baltique représente aujourd'hui, à mon avis, un des points les plus dangereux d'affrontement entre l'OTAN et la Russie, parce que précisément les pays riverains, les trois chatons baltes et la Pologne, eh bien, sont particulièrement agressifs. Alors justement, on a parlé longuement, Xavier, de la question vue de l'angle balte. Tu nous as expliqué avec beaucoup de justesse, Nicolas également, le pourquoi du comment. Maintenant, moi j'ai une question, Nicolas, quand même, c'est finalement pourquoi nous, Européens, nous suivons ce chemin, cette voie qui est complètement un non-sens pour nous, si on se ressent en tant que Français ou même, je dirais, qu'Européens occidentaux, je veux dire, non issus des pays de l'Est, il n'y a aucun intérêt, ni pour l'Allemagne, ni pour la France, ni pour l'Espagne, ni pour l'Italie, de continuer à soutenir cette politique qui semble nous être dictée par les pays baltes. Pourquoi on va dans leur sens? Quels sont nos intérêts? Je pense que beaucoup de personnes qui cultivent le bon sens, c'est la question que se posent ces personnes, et c'est une question que se pose le reste du monde. Hein. Oui. Si les personnes, les Européens aujourd'hui, on est endoctrinés, on a cette fabrication du consentement par nos médias dominants, on essaie de nous faire croire qu'il y a une grande peur, que les Russes vont nous envahir, alors que les Russes, ils ont aucunement envie de nous envahir. Aujourd'hui, le bon sens voudrait qu'on travaille avec cette grande puissance continentale avec laquelle nous partageons une même civilisation helléno-chrétienne qui dispose de beaucoup de terres rares nécessaires à l'économie de demain, qui fait des progrès dans tout un tas de pans économiques différents, et qui est notre voisin et qui sera toujours notre voisin. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Donc, ça se fait au détriment du bon sens. Et je rappelle que si on avait travaillé ou si on voulait travailler plus intelligemment avec la Russie, nous aurions un espace continental massif, extrêmement avec beaucoup de valeurs pour défendre nos traditions, nos façons de faire, tout en étant dans un monde multipolaire qui respecte les différences des uns des autres et qui cherche à se développer par le doux commerce plutôt que par la guerre. Nous aurions un espace qui irait de l'Atlantique au Pacifique. Et on se protégerait. Donc le bon sens veut qu'on travaille avec ses voisins, pas qu'on en fasse des ennemis. Qu'est-ce qui se passe? C'est que nous avons, nous, malheureusement, en Europe de l'Ouest, formaté depuis plusieurs générations une élite qui a pris le pouvoir et qui est dans le mondialisme, qui pense que l'avenir de l'homme est dans un monde avec une gouvernance supranationale, qui ne veut plus de frontières, qui ne veut plus de tradition, qui ne veut plus de corps intermédiaires et qui a une définition bien précise de ce qu'est la justice, de ce que devraient être les droits de l'homme et qui est dans l'idéologie pure. Donc, on a affaire malheureusement à des fanatiques. Et c'est pour ça que ces personnes n'arrivent pas à prendre les bonnes décisions parce qu'elles ont été, on va dire, quasiment élevées ou formatées pour croire qu'il fallait abattre toutes les frontières. Et aujourd'hui, des puissances comme la Russie ou la Chine représentent des poils à gratter énormes et sont des bâtons dans les roues majeurs et qui montrent qu'il y a un modèle qui n'est pas mondialiste, qui est possible avec des pays qui respectent leur propre souveraineté, avec des modèles différents. Le modèle russe n'a rien à voir avec le modèle chinois, qui n'a rien à voir avec le modèle indien, qui n'a rien à voir avec le modèle indonésien. Mais ces pays réussissent à se retrouver parce qu'ils se disent, si on fait du commerce ensemble, si on a des bonnes relations ensemble, eh bien, on va pouvoir se développer. Il y aura du ruissellement et on va éviter la guerre. Je cite encore souvent ce passage de J.D. Vance avant les élections, donc le vice-président américain, qui dit, mais regardez la politique américaine, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons bombardé le monde entier. Pour quel résultat? Pour des morts, des milliers de morts, et les Chinois, ils sont en train de se développer grâce aux nouvelles routes de la soie, grâce au commerce. Et aujourd'hui, donc, en Europe, dans l'Union européenne, nous avons vraiment des fanatiques, et il faut les appeler par leur nom,
qui sont prêts à dépenser de l'argent qui ne leur appartient pas. C'est pour ça qu'ils sont prêts à aller sur les marchés financiers jusqu'à 800 milliards d'euros d'argent pour la guerre, alors qu'ils n'ont pas été capables de chercher un seul centime pour la paix. Ils sont prêts à envoyer les enfants des autres, parce que eux-mêmes n'ont en général pas d'enfants, se battre pour leur idéologie. On est dans du fanatisme. Et donc, c'est important que nous renversions la vapeur. Il faut une nouvelle élite. C'est cette fameuse théorie, mais qui est vraie, de Pareto sur la circulation des élites. Il faut que cette soi-disant élite, qui n'a d'élite que le nom, c'est plutôt cette caste dominante, pour reprendre le terme de Geoffroy, c'est de Michel Geoffroy, c'est de la renverser pour que nous puissions discuter, parler et trouver un compromis. Je rappelle que dans l'histoire, la France des guerres, on en a connu plein et on s'en est sorti. On a réussi même à faire la paix avec l'Angleterre et l'Allemagne, qui nous a envahi quand même 3 fois entre 1870 et 1940. Donc, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas avec la Russie. C'est une question de volonté. Et aujourd'hui, Bruxelles a fait un mauvais calcul parce qu'elle n'a pas les moyens de sa politique. Elle a affaire à des joueurs aujourd'hui, que ce soit la Russie, que ce soit la Chine, que ce soit le monde multipolaire et que ce soit même les États-Unis qui aujourd'hui sont en train de la abandonner, de la laisser sur place. On n'est plus du tout sur la même longueur d'onde, sauf que cette élite ne l'a pas compris et c'est dangereux. Parce que quand on a des fanatiques qui sont au pouvoir, qui pensent qu'en termes d'idéologie, qui sont déconnectés du terrain, ils prennent des décisions qui peuvent être irrévocables. Et ça nous concerne tous. Eh ben merci, c'est le mot de la fin pour ce premier thème. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Donc on l'a bien compris, tigre ou chaton, on est plutôt très clairement sur les chatons baltes. Petite transition de thème avant de passer justement à la question des tarifs de la guerre économique entre la Chine et les États-Unis. Juste avant ça, alors un de nos auditeurs nous l'a fait justement remarquer cette semaine en commentaire, donc je vais m'y tenir et faire attention. S'il vous plaît, je vais pas dire le mot like, donc faites un j'aime sur cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. On a pris plus de 2500 nouveaux abonnés cette semaine, donc c'est merci de votre soutien, merci de vos encouragements. Ça nous permet d'avoir une meilleure visibilité. Ça prend 10 secondes pour vous et pour nous, c'est très important pour le référencement, la visibilité de ces vidéos. Donc, abonnez-vous à la chaîne, s'il vous plaît. N'hésitez pas à activer la cloche pour avoir les notifications sur toutes les vidéos qui paraissent durant la semaine. En début de semaine, on aura Florian Philippot qui viendra nous parler du scandale de Betaram avec les révélations de la fille de François Bayrou. Donc, et ne manquez pas cette émission. On aura Nicolas Mirkovic encore la semaine prochaine. On aura le Divergence dans une semaine. On aura Tomasovic. Et puis dès lundi, dès demain, on aura notre ami du Canada qui viendra nous parler de ces élections canadiennes qui sont extrêmement passionnantes. Donc, activez la cloche pour avoir toutes les notifications sur ces vidéos. Tout de suite, petite générique de transition. Eh bien voilà, si vous voulez voyager, si vous voulez découvrir la Russie, si vous voulez venir sécuriser vos économies, eh bien vous l'avez vu, allez sur divergencepolitique.fr. Dans l'onglet service, tout est indiqué pour que vous puissiez nous contacter. N'hésitez pas, on a un vrai succès depuis une semaine, 10 jours et l'ouverture de ce service, donc n'hésitez pas à venir découvrir Moscou. Xavier, tu vas pas dire le contraire, c'est une ville magnifique. Je crois qu'on est d'accord sur la question. Et surtout au mois de mai, au mois de juin. C'est la grande capitale de l'Europe. La plus belle. Alors écoutez, pour moi qui suis français et qui suis un amoureux de notre capitale française, je dois dire que quand même Moscou est une ville extraordinaire et peut-être la plus belle ville que j'ai jamais eu l'occasion de visiter. Bon, j'y vis depuis 13 ans, mais voilà. Deuxième thème, messieurs, revenons à nos moutons. Alors justement, nos moutons, qui est le mouton de l'histoire? USA-Chine, Trump avait annoncé qu'il déclenchait la guerre à la Chine. La Chine avait réagi, on en a déjà parlé dans un Divergence avec Xavier, avait réagi assez vivement, ce qui ne leur ressemblait pas. Force est de constater, Nicolas Mirkovic, que Donald Trump a peut-être, excuse-moi du terme un peu vulgaire, a peut-être baissé sa culotte par rapport, en tout cas, à ses premiers engagements. Il a finalement décidé de geler les tarifs avec la Chine et de revenir à la table des négociations économiques. C'est du bon sens. Le monde a changé.
Et donc, les capitales des pays atlantistes sont en train de se rendre compte de la manière la plus difficile possible. Cette politique américaine qui, pendant des générations, a consisté à donner des ordres, à manier le fameux Big Stick, le grand bâton de Roosevelt, à implanter des bases. Là, n'oublions pas, les États-Unis ont plus de 700 bases militaires dans le monde. Ce n'est certainement pas pour apporter la démocratie ou les droits de l'homme, sinon ça serait. Cette manière de coercitive d'imposer ces positions dans le monde entier pour avoir accès au territoire de pays, pour avoir accès aux ressources naturelles et ensuite avoir accès au marché pour exporter leurs produits et services est fini. C'est terminé. Et les États-Unis ne peuvent plus traiter la Chine d'aujourd'hui comme ils ont traité la Chine dans les années 80-90 où ils pensaient que les Chinois, la Chine allait devenir l'atelier de fabrication pour des entreprises américaines délocalisées et que les capitalistes, en tout cas la haute finance américaine et européenne, avaient trouvé le bon filon en fermant des usines, des industries en Occident pour les réouvrir en Asie et ainsi faire plus de marge. La marge est allée dans les poches des actionnaires. Et en revanche, les boulots étaient perdus en Occident. Et ils ont aidé à développer la Chine. Et aujourd'hui, la Chine n'est plus l'atelier de fabrication. La Chine est une vieille nation. Je reprends cette expression de Xavier Moreau. C'est une vieille nation qui travaille sur le temps long. Et pendant que nous les considérions comme un pays, un atelier de fabrication, ils étaient en train d'apprendre. Ils étaient en train de calculer, de voir comment est-ce qu'ils allaient obtenir leur souveraineté, comment est-ce qu'ils allaient pouvoir faire pour devenir autonomes. Et aujourd'hui, on est arrivé à ce moment-là. On est arrivé à ce stade où la Chine est plus importante que les États-Unis en PIB, en parité pouvoir d'achat, où la Chine est en train de rivaliser ou même dominer les États-Unis. Il y a eu je pars de ces 47, je pense que c'est l'institution ASTI en Australie qui a fait la liste, j'ai oublié l'anagramme, mais bref, qui a fait la liste d'une quarantaine de technologies fondamentales importantes pour l'économie d'aujourd'hui et de demain, et qui démontre que les Chinois sont majoritaires dans quasiment 90%. Ils sont majoritaires, ils sont plus forts, et voire même il y a des secteurs où ils sont seuls. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à ce stade-là, et en appliquant des sanctions, en menaçant, ça n'a fait que renforcer la Chine qui voyait le coup venir. Donc aujourd'hui, la Chine est capable d'être autonome. Et on a vu que les sanctions contre la Russie ne fonctionnent pas, et les sanctions contre la Chine ne vont pas fonctionner non plus. Il y a un très bon article de Bruno Gig que j'ai partagé sur ma page Facebook, que vous pourrez aller voir, il y a quelques jours, qui montre comment la Chine à travailler sur la massification, comment la Chine, elle, a un marché de plus d'1 milliard d'habitants, elle est moins dépendante des exportations et des importations que des États-Unis. Les États-Unis importent beaucoup soit des produits d'entreprises américaines qui sont basées en Chine comme Apple. Donc, quand on applique des taxes, eh bien, elle est en train de taxer des produits fabriqués par des entreprises américaines. Alors que la Chine importe beaucoup de produits agroalimentaires qu'elle peut trouver ailleurs dans le monde. Aujourd'hui, la Chine est en train de faire des progrès colossaux, malgré les sanctions américaines, dans le développement de puces de puces de basse nanométrie. Et donc, si vous voulez, on arrive dans un système où les Chinois peuvent rejeter quasiment du revers de la main. Ça va faire un peu mal, évidemment, mais peut faire face aux sanctions américaines, alors que les États-Unis vont avoir du mal à faire sans la Chine, qui est devenue une très grande puissance économique mondiale. Et ça, c'est quelque chose dont Donald Trump se rend compte. Là, le fait de sortir un grand bâton et de se dire, bon, attention, on va vous appliquer des sanctions, même si je suis persuadé que c'est sa stratégie de négociation et qu'il met la barre très haut en espérant avoir un résultat plus bas, eh bien, les Chinois ont dit, bah, écoutez, nous, on ne veut pas la guerre. Ils l'ont dit officiellement. On ne veut pas la guerre, mais si vous êtes prêts, on va la faire. On préfère négocier, mais si vous voulez la guerre, on va faire la guerre. Donc, alors justement, c'est la question, Xavier. Est-ce que c'est un premier échec pour Trump? Très clairement. Je pense que oui. Je pense qu'en fait, c'est ce que dit Laurent Michelon, qui pour moi est le meilleur cynisant français, c'est qu'il est très mal conseillé sur la Chine. A priori, il a suivi les conseils de Bessent, donc qui est le secrétaire au Trésor américain, et c'est lui qui lui a conseillé de cette approche brutale qui est contre-productive. Comme l'a très bien dit Nicolas, ça a déjà pas marché, des sanctions contre la Russie. Alors sur la Chine, c'est encore moins l'occasion de marcher. Je rappelle d'ailleurs que dans le complexe militaro-industriel américain, il y a eu un rapport qui a été commandé par le Pentagone, qui a été publié, je crois, en janvier 2024, qui montre que, par exemple, les missiliers ou tout ce qui est aéronautique militaire américain
dépend de plusieurs fournisseurs clés chinois. C'est-à-dire, on parle de Raytheon, de Lockheed Martin, de General Dynamics, de Boeing. Donc, en fait, sans les sous-ensembles chinois, ils ne peuvent rien faire. Sans les terres rares chinoises, ils ne peuvent rien faire. Pour développer les terres rares, c'est du développement du territoire, en fait. C'est des projets de long terme et les Chinois ont fait ces projets. C'est 10, 15 ans d'investissement absolument pas rentables et qui aboutissent finalement à cette capacité de produire et de transformer les terres rares. Donc, ils n'ont pas de solution par rapport à ça. Nicolas a très bien souligné également la question des hautes technologies. C'est-à-dire que les premières sanctions qui ont fait mal à la Chine à l'origine, c'est sous le premier mandat de Donald Trump. Et elles ont été accentuées par pendant le mandat de Joe Biden, c'est sur la fabrication, la forge de puces de très basse nanométrie. Et jusqu'à présent, en fait, la seule usine qui était capable de fournir ces machines qui coûtent 250 millions de dollars, c'était ASML. C'est une société hollandaise, mais en fait, il y avait différentes technologies qui étaient assemblées. Les lentilles venaient de Zeiss. Enfin, c'était vraiment un fleuron de la technologie européenne. Et en fait, les sanctions qui ont été mises pour empêcher la Russie ou la Chine d'acheter ces machines, puisque normalement ces machines fournissaient essentiellement Taïwan ou Samsung, sont les deux seuls capables de fournir vraiment de la très basse nanométrie, eh bien, on tout simplement sont en train de détruire ASML parce que les Chinois ont développé leur propre technologie. Ils ont annoncé, je crois que c'est la semaine dernière, que maintenant, ils produisaient du 5 mm avec leur technologie d'extrême ultraviolet. Donc, ça veut dire que non seulement les Chinois ils ont été largement sous-estimés, ils ont été sous-estimés et ça va avoir comme conséquence que ASML, qui produit une technologie très spécifique qui coûte très très cher, eh bien, va se faire dépasser en volume par la Chine, qui, comme on l'a vu également dans le domaine de l'intelligence artificielle, avec DeepSeek, a réussi à produire un projet à 6 millions de dollars, 100 fois moins cher que ce que planifiaient de faire les Américains. Et on a vu le patron de Nvidia, donc qui fabrique les cartes graphiques, qui sont très utiles avec leur capacité, leur vitesse pour l'intelligence artificielle, se rendre à Pékin la semaine dernière, pour aller rencontrer précisément les gens de DeepSeek, trouver des partenaires, parce qu'ils voient très bien qu'il y a un virage technologique qui va aller qu'en s'accentuant. Et effectivement, l'entourage de Trump s'est planté. Il s'est planté par méconnaissance de la réalité de la puissance de l'économie chinoise et aussi par la manière de parler à la Chine. La notion de perte de face en Asie et principalement en Chine. On a parlé longuement, effectivement. Le fait même de menacer la Chine ouvertement, ça contraint du point de vue civilisationnel la Chine à ne plus vous répondre. Et c'est ce qu'a dit d'ailleurs, c'était sur Bloomberg, c'est ce qu'a dit un ancien ministre de l'économie chinois en disant il faudrait commencer par montrer du respect. Montrer du respect. Et donc on peut parler comme un chien à Emmanuel Macron, on peut parler comme un chien à Starmer ou à Merz en Allemagne, ou à Kaja Kallas, mais on ne parle pas comme un chien, ni à Poutine, ni à Xi Jinping. Voilà, ça ne se fait pas. Et mais visiblement, alors je vais finir là-dessus. Trump a fait une déclaration cette semaine en disant que non, il était sur le point de trouver un deal avec la Chine, on n'atteindrait pas 145%. Il y a plusieurs produits qui finalement ne sont plus soumis aux taxes. C'est le cas notamment des ordinateurs et essentiellement de la microélectronique. Mais ça a quand même été démenti précisément par Bessent en disant non, on n'a toujours pas commencé à négocier. Et ça a été aussi démenti par le ministère de l'économie, ministère du commerce chinois. Donc il va falloir que l'administration Trump accorde ses violons. On est d'accord. Alors, il nous reste 4 minutes dans cette émission. Je vais vous poser une question à chacun pour pouvoir la clôturer avec une prise de parole de chacun d'entre vous deux. Nicolas Mirkovic, est-ce que la Chine est devenue trop puissante économiquement ? Alors, juste d'abord, je voudrais retrouver l'acronyme que je cherchais tout à l'heure, c'était ASPI. Donc ça, c'était important si jamais vous voulez retrouver cette enquête sur les technologies d'aujourd'hui et de demain dominées majoritairement par les Chinois. Est-ce que la Chine est devenue trop puissante ? Nous avons créé cette puissance chinoise et la Chine, comme n'importe quel pays, veut juste pouvoir se développer comme puissance. On a vu que le modèle chinois n'est pas un modèle militaire, c'est un modèle qui s'est fondé sur l'économie, sur la recherche, sur l'investissement dans l'éducation. Et la Chine n'a rien fait contre les États-Unis. La Chine n'a pas attaqué du tout les États-Unis. On parle de Taïwan, mais n'oubliez pas que la totalité ou quasiment une grande partie du monde reconnaît Taïwan comme faisant partie de la Chine.
Chine. Les États-Unis, la France reconnaissent Taïwan comme faisant partie de la Chine. C'est un problème que les Chinois doivent régler entre eux. La Chine est devenue très puissante et elle a investi, elle a fait ce qu'il fallait. Quand la France était très puissante, nous étions très heureux et on peut pas en vouloir à la Chine d'avoir fait les bons choix au bon moment. Et c'est nous qui sommes-nous pour pouvoir juger ce que font les Chinois. Elle n'est pas devenue trop puissante, mais en revanche, enfin, pour eux, ça c'est clair. En revanche, c'est clair qu'elle change la donne pour les Américains. Dans la suite de ce que disait Xavier il y a quelques instants, comme les Chinois sont en train de développer leur propre modèle, on va dire environnement, leur propre modèle économique, ils sont en train d'investir. On va progressivement déloger des entreprises comme Apple, Google, Microsoft, ChatGPT, ça je parle que des noms connus du grand public, par des entreprises chinoises qui sont plus efficaces, plus rentables, et ça c'est majeur, et ça c'est important, et c'est ça c'est la raison pour laquelle les États-Unis ont peur de Pékin, c'est parce qu'ils ont construit un modèle économique qui est concurrent avec des entreprises qui sont particulièrement performantes. Et donc le reste du monde, au lieu d'acheter Microsoft ou d'avoir des serveurs chez Amazon ou d'autres, est tenté d'avoir du Huawei, d'avoir des produits chinois. Ça, c'est le crime qui a été commis par la Chine. Notre intelligence, en tant que Français, à chaque fois, on doit se poser cette question, quel est notre intérêt? Notre intérêt est de collaborer avec des pays qui sont performants et peut-être de s'inspirer. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Chinois dont on pourrait s'inspirer pour nous aussi investir dans la recherche et le développement, pour nous aussi être autonomes, pour avoir peut-être des téléphones français, des serveurs français, des avions français. Enfin, on en a un peu avec Airbus, mais comment est-ce qu'on fait pour développer notre industrie, notre économie pour être souverain et ne pas dépendre ni des États-Unis, ni de la Chine. Donc la Chine, oui, est une puissance, non pas d'avenir, c'est une grande puissance déjà aujourd'hui. Il va falloir composer avec, et l'intelligence veut qu'on négocie avec Pékin plutôt qu'on la menace. Alors Xavier, le mot de la fin te concernant. Oui, je ne peux qu'abonder dans le sens de Nicolas. Je t'ai pas encore posé la question, ceci étant. Ah d'accord. Je voulais te demander, Ukraine, la question du règlement du conflit est un échec pour Trump. On peut être honnête, en tout cas par rapport à sa promesse électorale. Chine, ça semble être un aveu de faiblesse aussi de la part de Trump. Est-ce que Trump n'a pas eu les yeux plus gros que le ventre finalement? Non, mais alors sur l'Ukraine, moi je pense pas que Trump va vers un échec. Effectivement, la négociation, Zelensky ne veut pas négocier, donc à l'impossible nul n'est tenu. Et en plus, il est soutenu dans son fanatisme par les puissances européennes. Donc voilà, ça ne marchera pas. Mais le retrait de Trump, je pense qu'il s'annonce, de la question ukrainienne, est une victoire pour les États-Unis. Déjà, ça va leur faire des économies. De la même manière qu'ils sont en train de se retirer de leur base au Moyen-Orient, en Syrie, le retrait a commencé. On voit qu'ils avancent bien pour un deal, pour reprendre le terme de Trump, avec l'Iran. Donc moi, je pense qu'au contraire, sur les autres dossiers, je pense qu'il avance bien. Et encore une fois, l'avantage, c'est que c'est facile. Se retirer du conflit ukrainien, il peut le faire sur un claquement de doigts. Réindustrialiser l'Amérique, c'est beaucoup plus difficile. Donc je serais plus modéré en disant que c'est un échec. Ce qui est clair, c'est ce qu'a montré Trump et toute son équipe, c'est qu'ils voulaient sincèrement essayer d'obtenir une solution de paix. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient. Ils ont envoyé des émissaires, ils se sont réunis, etc. Mais ils sont tombés sur un Zelensky et son clan qui a tout à perdre en cas de paix, et sur les pays de l'Union européenne les plus bellicistes, malheureusement à commencer par le régime de Paris, et également celui de Londres, mais c'est en dehors de l'Union européenne, il est tombé sur des gens pour qui cette guerre, cette classe dirigeante, cette guerre est existentielle, effectivement. C'est pas du tout pour la France ou pour les pays d'Europe, mais en revanche, pour eux, ils se sont tellement investis dans cette guerre que cette défaite militaire, qui aujourd'hui est garantie, aura des conséquences politiques. Donc finalement, ce qu'aura montré Donald Trump, c'est qu'il aura tout essayé, et réellement, il a tout essayé, qu'en face, il y a des gens qui ne veulent rien entendre, et donc il a juste à se retirer. Et ce sera la défaite de Biden, et ce sera la défaite de l'Union européenne. Et voilà, donc je serai plus nuancé. Sur la Chine, il faut qu'il se reprenne, mais visiblement, de ses déclarations de cette semaine, il a commencé à comprendre qu'il fallait... il a peut-être fait un mea culpa, effectivement. Voilà, donc il est suffisamment intelligent, je pense, suffisamment souple, suffisamment réaliste pour se rendre compte quand il va dans la mauvaise direction. Donc, étant donné la difficulté de la situation pour Washington, je pense qu'il s'en sort pas si mal finalement au global. Voilà. Nicolas, on a souvent, merci pour ces mots d'affaire, messieurs. Nicolas, on a souvent analysé Trump. Effectivement, c'est un éléphant
en diplomatie, c'était un éléphant dans un magasin de porcelaine. Effectivement, les Chinois, la porcelaine, c'est plus leur truc que le côté rentre dedans. Peut-être que Trump l'a compris. Et puis, effectivement, Xavier, tu as raison. Peut-être qu'il tire les leçons de ses erreurs aussi. Tout simplement, en tout cas, 1000 fois merci à vous deux, Nicolas Mirkovic, Xavier Moreau. Je rappelle, allez, je fais 30 secondes encore. Je rappelle que Nicolas Mirkovic, avec ton association Ouest-Est, tu seras bientôt avec Xavier Moreau, qui était à côté de moi également, dans le Donbass, pour soutenir les enfants, les personnes âgées, les civils d'une manière globale qui sont en difficulté, qui souffrent. Et pour ça, eh bien, tu as peut-être un petit message à faire passer si des gens veulent ne pas soutenir Divergence comme vous le faites avec beaucoup de générosité. Je vous en remercie 1000 fois. Mais si pour une semaine, 15 jours, 3 semaines, vous pouvez ne pas nous soutenir et soutenir Ouest-Est, ce serait vraiment une super belle action. Nicolas, comment on peut faire pour faire un don à ton association? Merci beaucoup, Alexis. Et quels sont tes besoins aussi? Et quels sont tes besoins? Merci beaucoup, Alexis. Ben, écoutez, on aide ces populations depuis le début de la guerre en 2014. Hein, donc, du coup, ça va être quasiment notre plus de 10. On a fait déjà plus de 10 expéditions avec Xavier sur place. L'idée, c'est que nous allons aider les plus faibles, les enfants, les personnes âgées. On va aider l'hôpital de Donetsk. On va aider un orphelinat également sur place. Ce sont les personnes dont personne ne parle. Il y a quasiment pas d'aide internationale qui arrive là-bas. Et donc, si vous voulez nous aider, la chose la plus facile, ou si vous voulez suivre la mission, allez sur le site www.west-est.org. Vous aurez déjà l'histoire de ce que nous faisons sur place depuis de nombreuses années. Et vous avez un petit onglet « Nous aider ». Vous pouvez faire un don. Et grâce à ces dons, c'est grâce à ça que nous pouvons acheter du matériel médical. On va acheter un lit médicalisé notamment. On avait acheté l'année dernière des groupes de... C'est quand votre venue? Alors là, les dates encore arrêtées, mais au printemps, dans les prochaines semaines, ça c'est sûr. C'est en train de se rapprocher. Dans les prochaines semaines, on fera ça ensemble. Puis moi, ce que je vais te proposer, Nicolas, Divergence, on a envie de te soutenir. Donc, on va collecter sur les 15 prochaines journées, sur les 2 prochaines semaines, les dons qui nous sont donnés et on les reversera à Ouest-Est. Voilà. C'est gentil. Donc, écoutez, soyez généreux parce que du coup, vous aiderez des civils qui ont besoin de nous en Europe. Voilà. Chers amis, Xavier a dû nous quitter, c'était prévu en urgence. Malheureusement, Nicolas, heureux que tu aies pu nous rejoindre à temps finalement pour cette émission. N'oubliez pas les petits gestes qui comptent, la cloche, le j'aime. Voilà, j'ai pas dit le like, le j'aime. Et puis, qu'est-ce que j'ai oublié? L'abonnement à la chaîne. Voilà, abonnez-vous à la chaîne. Je vous remercie et puis je vous dis à la semaine prochaine pour plein d'émissions et sur Divergence, tout simplement dimanche prochain. À bientôt. Au revoir.